BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité politique aujourd'hui est Bernard Clairfailly, qui est bourgmestre empêché de Scarbeck et surtout ministre bruxellois en charge de l'emploi, des pouvoirs locaux et du bien-être animal. On va essayer de parler de ces trois thèmes aujourd'hui. Bonjour Bernard Clairfailly, merci d'être avec nous. Je voudrais vous emmener d'abord sur le terrain de la politique fédérale, puisqu'on sait que les négociateurs qui travaillent sur l'Avanti reparlent de la fusion des zones de police bruxelloises et du bilinguisme des fonctionnaires bruxellois. En tant que ministre des pouvoirs locaux, d'abord la fusion des zones de police, ce serait une bonne idée. C'est quelque chose dont on peut parler à Bruxelles ou c'est un sujet tabou dont les Bruxellois ne veulent pas entendre parler? C'est pas qu'il est tabou, c'est qu'il ne répond peut-être pas aux attentes réelles des citoyens. Il faut rappeler qu'on a fait il y a 20 ans une réforme des polices et que nous avons en Belgique une police unique, structurée à deux niveaux. Une police fédérale et une police locale. Ce qui garantit l'unicité du fonctionnement de la police, c'est la police fédérale qui vient en appui des polices locales, qui assure des centrales d'achat pour que les matériels soient les mêmes, qui assure la circulation de l'information pour que les enquêtes initiées sur un territoire puissent être poursuivies sur un autre territoire. Donc l'unicité de fonctionnement de la police, c'est la police fédérale. Or, ces dernières années, la NVA, avec M. Yambon, n'a eu de cesse de sous-financer la police fédérale, qui ne remplit plus ses missions. Il n'y a plus de centrale d'achat actuellement. Donc les policiers ne savent plus acheter le même matériel. Il n'y a plus assez de personnel pour venir en appui des polices locales. Et le vrai problème pour avoir une police qui fonctionne mieux collectivement, c'est de renforcer la police fédérale, parce que on a besoin de fonctionnement plus intégré, mais dans tout le pays. Vous savez que nos policiers, ils ont un seul statut. 10% des policiers de Bruxelles, chaque année, vont travailler en Flandre, en Wallonie, et reviennent à Bruxelles. Donc vous renvoyez la balle au fédéral, ça veut dire que quand le chargé de mission royal, Egbert Lacarte, écrit dans son projet d'accord de gouvernement qu'il faut réfléchir à soit une fusion des zones de police bruxelloises, soit à une unicité de commandement plus grande entre les 6 zones bruxelloises, il a tort. Ben, il ne connaît pas bien la situation de la police. Il manque de moyens dans la police fédérale. Le bourgmestre de Bruxelles vient de répondre à vos questions en disant ce qu'il avait besoin, c'est pas tant de plus de policiers. Ils sont sur le terrain, même si on peut poser des questions sur ce qui s'est passé dans le quartier des Marolles. Il a besoin surtout qu'il y ait un suivi judiciaire. C'est le fédéral qui doit permettre que dans le cycle de sécurité, dans la chaîne de sécurité, la police qui est sur le terrain, qui fait des PV, des arrestations, soit suivie par des moyens au fédéral pour assurer le traitement rapide et les peines rapides pour les délinquants. On sait que Défi n'est pas dans ces négociations au fédéral pour la coalition Avanti, mais vous avez des partenaires de coalition, je pense au PS, à Écolo, qui y seront. Vous leur dites quoi? Empêchez vos partis d'entrer dans cette discussion-là? Je dis que c'est pas la peine de faire des réformes qui sont à côté de la plaque. Le vrai enjeu, c'est de renforcer la police fédérale, parce que toutes les polices du pays... Mais si le PS au fédéral ou Écolo au fédéral accepte de discuter ça pose un problème avec le PS bruxellois et Écolo Bruxelles au sein du gouvernement bruxellois? Ben, ça pourrait clairement nous poser un problème, puisqu'il faut un accord de Bruxelles là-dessus, donc ce sera une question qui sera posée dans l'accord de majorité très clairement. Ouais. Mais c'est pas la bonne manière de répondre à l'enjeu, je viens de le dire, c'est une sorte de fantasme flamand, mais qui tape à côté de la plaque. Ce que nous avons besoin à Bruxelles, c'est une politique de poursuite judiciaire qui reçoive les moyens, qui ait les juges, qui ait les moyens de faire les poursuites nécessaires, et une police fédérale qui vienne en support des polices locales. Regardez le cas Anvers. Il y a plus de criminalité, plus de danger à Anvers aujourd'hui. Anvers aussi a besoin d'une police fédérale qui vienne en appui pour assurer la sécurité à Anvers. C'est le même problème dans les grandes villes. Autre débat d'actualité au fédéral, le bilinguisme des fonctionnaires bruxellois qui revient sur la table. On sait qu'on a un bilinguisme fonctionnel, c'est-à-dire que dans chaque équipe, on espère qu'il y a quelqu'un qui parle bien le français, quelqu'un qui parle bien le néerlandais. Il faudra aller plus loin. Certains flamands le demandent, disent que le fonctionnel, ça ne fonctionne pas assez. Est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes? Je suis allé voir hier, il y a un organe qui existe depuis 50 ans, qui s'appelle la Commission permanente de contrôle linguistique, qui suit les plaintes. Il y a relativement peu de plaintes et les plaintes trouvent facilement des solutions parce que les problèmes ne sont pas très très importants. On n'imposera pas à tous les fonctionnaires bruxellois d'être bilingues un par un? Mais déjà maintenant, dans les communes où c'est la règle, c'est très difficile de trouver les fonctionnaires bilingues que nous cherchons pour remplir les postes. Et donc les postes restent vides et donc le service n'est pas rendu aux citoyens alors qu'il n'y a pas de vraies plaintes. Et la condition, ce que les Flamands réclament, d'avoir un pourcentage de fonctionnaires flamands dans les administrations, ça vise en fait à augmenter la navette. Ça vise en fait à empêcher les jeunes bruxellois d'avoir accès à la fonction publique. Dans la fonction publique bruxelloise, grosso modo, les règles imposent qu'il y ait plus qu'un quart, 30% de fonctionnaires néerlandophones.
Or, c'est pour servir une population à Bruxelles, il faut savoir qu'il y a entre 7-8% de néerlandophones. Autrement dit, les jeunes francophones, ou moins jeunes, qui cherchent du boulot dans la fonction publique, sont empêchés d'avoir accès à ces postes-là. Et quand au niveau supérieur de la fonction publique, on impose le 50-50, les fonctionnaires francophones n'ont pas l'occasion de faire une carrière et de monter, alors que les fonctionnaires flamands ont cette occasion-là. Et donc, ce n'est pas, comme ministre de l'Emploi, ce n'est pas une manière de nous aider à résoudre le chômage à Bruxelles pour les jeunes qui veulent un emploi dans la fonction publique. Et je signale que vous participerez à un débat sur cette question-là. Ce sera mercredi soir avec Michel Guéher. Il y aura notamment un ministre flamand, Benjamin Dahl, du gouvernement flamand, qui sera opposé à vous dans ce débat. Je voudrais qu'on parle emploi un instant. On sait qu'il y a une augmentation du nombre de chômeurs. C'est la conséquence du Covid-19. On sait que ça touche notamment les jeunes. Je voudrais vous poser une question plus sur ce à quoi vous vous attendez. On a eu des déclarations très fortes de la FEB, la Fédération des entreprises du Belgique, qui craint une entreprise sur 5 qui serait en risque de faillite, et même une entreprise sur 6 alors qu'elle était en bonne santé avant la crise du Covid-19. Il faut s'attendre à une hécatombe dans les mois à venir à Bruxelles, où on va limiter les dégâts. Je crois qu'il faut s'attendre à ce qui est des périodes très très difficiles dans les mois qui viennent. Chaque mois qui vient, le chômage va augmenter, le nombre de faillites va être là, des plans de licenciement, des difficultés. Donc si le Covid a entraîné, les experts nous le disent, une baisse d'activité économique et une baisse des revenus globaux de la Belgique de 10%. Une personne sur 10. 10% d'emplois en moins, c'est ça que ça va signifier. Alors l'État fédéral, dans les mois qui viennent, a maintenu par le droit passerelle et par le chômage temporaire les salaires, les revenus de toute une série de gens, mais il ne peut pas le faire éternellement, et une série d'entreprises aura des grandes difficultés dans les semaines, dans les mois qui viennent, et le taux de chômage va augmenter dans les 3 régions, en France, en Allemagne, partout dans tous les pays, va augmenter. La région ou l'État ne va pas pouvoir compenser intégralement tout ça. Il faut donc s'y préparer à des périodes difficiles, et nous nous y préparons, nous renforçons les services activistes, nous préparons des réponses à ça pour que dès qu'il y a un rebond économique, nous espérons qu'il viendra le plus vite possible, le plus de Bruxellois puissent retrouver un emploi. On va mettre le paquet sur les formations, l'accès à la formation. Donc il y a beaucoup de formations en ligne, même pendant le Covid-19. Il y a beaucoup de formations en ligne, on va augmenter l'offre de formation, on va la moderniser puisqu'il y a une très forte demande dans les technologies de l'information et de communication, l'informatique, le télétravail, tout ça réclame des compétences nouvelles. Et donc, on va réorienter l'offre de formation pour répondre aux nouvelles demandes, aux nouveaux métiers, aux nouveaux besoins du monde de l'entreprise. Ça veut dire que dans les arbitrages budgétaires à venir, il va falloir augmenter la part de la politique de l'emploi dans le budget bruxellois ? Nous l'avons déjà décidé dans le plan de relance, première partie du gouvernement bruxellois. Nous avons déjà reçu des moyens supplémentaires. Nous allons encore en recevoir. Il y aura des aides spécifiques pour les jeunes et moins jeunes qui seront touchés par ce chômage qui va augmenter pendant 1 an, 2 ans. Je suis très malheureux, entre guillemets, de cette situation, mais on va essayer de profiter de cette occasion pour former, qualifier mieux la main-d'œuvre bruxelloise pour qu'elle ait plus de chances de retrouver les emplois lorsqu'ils seront créés sur le territoire de la région bruxelloise. Alors, il reste 2 minutes dans cette interview. J'ai sorti tous les communiqués que j'ai reçus de votre cabinet depuis la fin du mois d'août. C'est la fin de l'exploitation des poneys de foire, l'interdiction des delphinariums sur le territoire de la région bruxelloise, l'interdiction de l'usage du piège à colle pour les vertébrés. Vous découvrez une fibre défense des animaux, Bernard Clairfailly. Alors, vous êtes ministre du bien-être animal, donc ça fait partie de vos compétences, mais là, il y a une rafale de communiqués. Qu'est-ce qui s'est passé fin août ? Je fais mon boulot et les administrations travaillent, des projets sont venus, des projets sont prêts. C'est peut-être pas l'urgence sociale du moment, c'est peut-être pas l'urgence sanitaire, mais ça répond à des besoins concrets et réels. Honnêtement, le piège à colle pour les vertébrés, c'est vraiment utilisé en région bruxelloise ? C'est utilisé, c'est une manière de faire souffrir inutilement des animaux, parfois des nuisibles dont on veut se débarrasser, des souris ou des rats, etc. Il y a d'autres manières de s'en débarrasser sans les faire souffrir de cette manière-là. Ouais. L'interdiction des delphinariums, ça veut dire qu'on n'aura pas un grand parc aquatique avec des animaux à Bruxelles. Il y avait des projets ? Il n'y avait pas en tout cas de projet, mais autant être prêt et autant pouvoir donner une réponse très claire. Nous ne voulons pas de delphinarium ou d'endroits où il y a des phoques ou des otaries qui sont exploités de manière commerciale et qui n'ont pas un espace suffisamment large pour pouvoir être respectés en tant qu'animal. Une dernière question là-dessus. L'exploitation des poneys de foire, ça c'est peut-être plus concernant et plus réel comme problème à Bruxelles. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de faire des petits tours en poney ? Donc ça avait déjà été interdit dans la législation par ma prédécesseur, Madame de Batz, mais le texte avait été fait un peu vite et un peu maladroitement. Il ne s'appliquait qu'aux poneys, alors qu'il suffit de remplacer les poneys par des mulets ou par des ânes, ouais. Et on pouvait encore exploiter ces animaux. Et ça ne visait que les carrousels où on tourne en rond et pas d'autres formes d'exploitation de poneys dans des lieux très bruyants et pas adaptés. Et donc nous avons clarifié la législation pour qu'on exploite plus les animaux dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Les ânes du parc Josaphat, pour donner un exemple, qui tirent parfois des enfants en calèche, ça ils ont le droit de continuer. Ça ils ont le droit de le faire. La calèche sur la Grand Place par exemple, où le cheval respecte des heures de repos, des heures de... il peut se mettre
à l'ombre quand il fait trop chaud, etc. Tout ça reste exploitable. Ces animaux sont là pour tirer des calèches ou travailler, mais il faut le faire de manière respectueuse du bien-être animal. Une toute dernière question qui concerne l'actualité dont on débat beaucoup cette semaine, c'est Molenbeek, avec l'adoption d'une motion pour la neutralité inclusive, donc l'autorisation de port de signes religieux distinctifs dans la fonction communale à Molenbeek. On sait que ça fait débat. Défi a voté contre cette motion. Il y a beaucoup de demandes, notamment du côté du mouvement réformateur, pour dire on ne peut pas laisser une commune légiférer toute seule. Ça doit être une affaire régionale et on doit avoir le même règlement dans toute la région. Que dit le ministre des Pouvoirs locaux là-dessus? Mais il dit d'abord qu'il y a l'autonomie communale. Cette autonomie permet à chaque commune de faire ses propres règles. Ses propres règles, il faut encore que Molenbeek les produise. Elle a une intention de réfléchir. Mais pour l'instant, c'est juste une motion. C'est une intention, on ne sait pas encore très bien ce qu'ils vont produire. Je serai attentif à deux choses. Un, aucune discrimination à l'égard des personnes sur le marché du travail. Et donc, on n'a jamais le droit de refuser d'engager quelqu'un en raison de sa religion. C'est très, très important. Mais dans la fonction publique, il y a une obligation de neutralité. Et la neutralité, c'est respecter tout le monde. C'est le respect de chacune des religions, des expressions philosophiques ou politiques ou de quiconque. Mais ce respect auquel chacun a droit exige des fonctionnaires publics de respecter les citoyens. Et donc la question est dans ce respect actif. Ouais. Et donc comment les fonctionnaires... Est-ce qu'on peut porter un foulard et appliquer ce respect ou pas? Eh bien c'est ça, cette question-là que Molenbeek va devoir répondre. Est-ce qu'il est possible de conserver un respect actif des citoyens qui viennent au guichet, qui viennent à la commune, si chaque fonctionnaire peut porter un signe qui est peut-être dérangeant pour tel parti. Imaginez que le hasard de l'élection fasse que les chefs de l'état civil qui fait les mariages soient juifs et portent la kippa. Et puis d'autres viennent faire un mariage disant... Est-ce que ça ne pourrait pas choquer mon regard, moi, ou celui de ma famille, si je fais un mariage musulman, enfin nous sommes musulmans et nous faisons un mariage civil devant un fonctionnaire qui porte la kippa. Est-ce que c'est bien et pas bien? Donc la question, c'est quel respect actif nous faisons de chaque citoyen. C'est là qu'est le débat, pour permettre une société inclusive où tout le monde est reconnu pour ce qu'il est. Mais donc la commune a le droit de prendre éventuellement le règlement qu'elle souhaite. J'ai bien compris. Juridiquement, elle a le droit. Il est peut-être souhaitable qu'il y ait une règle régionale, mais aujourd'hui, juridiquement, elle a le droit et j'examinerai les textes lorsqu'ils arriveront. Bernard Clairfailly, merci. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Emploi, mais aussi des pouvoirs locaux en région bruxelloise. Merci à vous. Il est 12h30.